Il y a à peine quelques jours, les États-Unis ont encore renforcé leur pression contre les exportations pétrolières iraniennes. Beaucoup s'attendaient à voir surgir une riposte militaire, des missiles, des mouvements de porte-avions ou une déclaration explosive venue de Téhéran. C'est généralement ce type de réaction que le monde surveille en priorité. Mais cette fois, la véritable réponse n'est pas venue d'Iran. Elle est arrivée de Chine, et surtout, elle s'est produite dans un silence presque total. Le ministère chinois du Commerce a ressorti un document juridique datant de 2021, un texte resté inutilisé pendant 4 longues années. Pas une seule activation. Pourtant, cette semaine, Pékin a décidé de l'utiliser pour la toute première fois. Et ce simple texte administratif pourrait avoir davantage d'impact sur les 10 prochaines années que n'importe quelle opération militaire au Moyen-Orient. Son intitulé paraît extrêmement technique. Mesures visant à contrer l'application extraterritoriale abusive de législations étrangères. Derrière cette formulation complexe, le message est en réalité très clair. La Chine vient officiellement de déclarer que les sanctions américaines visant 5 raffineries chinoises, sanctions liées au décret présidentiel américain 13 902 et 13 846, n'ont absolument aucune légitimité sur le territoire chinois. Aucune. Et dans la version originale, publiée en mandarin, Pékin a insisté avec une formulation particulièrement forte, une triple négation répétée 3 fois. Ces sanctions ne seront ni reconnues, ni appliquées, ni respectées. Le gouvernement chinois l'a écrit explicitement, noir sur blanc. Le communiqué précise également que la Chine refuse les sanctions unilatérales qui ne reposent ni sur une validation des Nations Unies, ni sur une base reconnue par le droit international. Cette déclaration officielle ne vise pas un adversaire abstrait. Elle cible directement le mécanisme utilisé par Washington depuis des années pour étendre son pouvoir économique bien au-delà de ses frontières. Ce mécanisme porte un nom, les sanctions secondaires. Depuis longtemps, les États-Unis s'en servent pour sanctionner des entreprises étrangères qui commercent avec des pays placés sous embargo américain. Et le plus important, c'est que ces entreprises n'ont parfois aucun lien concret avec l'Amérique. Pas de salariés américains, pas de bureaux aux États-Unis, aucune activité en dollars, parfois même aucune présence juridique sur le territoire américain. Et malgré cela, elles risquent quand même d'être exclues du système financier mondial simplement parce qu'elles ont travaillé avec un pays ciblé par Washington. C'est précisément ce système que Pékin vient de déclarer invalide sur son propre territoire. Mais ce n'est pas tout. En avril 2026, un nouvel amendement, ajouté via le décret 835, a radicalement changé la portée de cette loi. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent véritablement explosives. Car désormais, la Chine ne cherche plus uniquement à protéger ses activités domestiques. Elle affirme aussi son droit de poursuivre des acteurs étrangers partout dans le monde. Le décret crée même ce que Pékin appelle une liste d'entités malayantes. Autrement dit, une liste noire destinée à accueillir toute société ou institution étrangère qui choisirait d'appliquer les sanctions américaines contre une entreprise chinoise. Le mécanisme est brutalement simple. Imaginez une entreprise internationale, peu importe son pays d'origine. Si cette société coupe ses relations commerciales avec une firme chinoise sanctionnée par Washington, alors Pékin considère désormais qu'elle viole la loi chinoise. Résultat possible, procès devant un tribunal chinois, gel des actifs, sanctions financières, restrictions commerciales, voire exclusion du marché chinois. Le piège est désormais parfaitement visible. Washington menace les banques, assureurs et transporteurs du monde entier, rompez vos liens avec ces raffineries ou perdez accès au dollar. Et Pékin répond désormais, si vous obéissez à Washington, alors vous aurez des comptes à rendre en Chine. Toutes les grandes banques internationales, les compagnies maritimes, les assureurs et les acteurs du commerce mondial se retrouvent maintenant coincés entre deux puissances. Et c'est exactement l'objectif recherché par Pékin. Pour comprendre pourquoi cette décision est si importante aujourd'hui, il faut revenir quelques années en arrière. Cette loi a été officiellement adoptée le 9 janvier 2021, et elle n'est pas apparue par hasard. Elle est née après plusieurs années de tensions extrêmement fortes entre la Chine et l'Occident, particulièrement entre 2018 et 2020. Durant cette période, Pékin a subi une accumulation de pressions coordonnées venant des États-Unis et de leurs alliés. Huawei a été placé sur liste noire américaine. Washington a ensuite exercé des pressions sur Londres et plusieurs capitales européennes afin qu'elles prennent des mêmes mesures. Des restrictions massives ont également été imposées sur les semi-conducteurs afin de ralentir l'industrie technologique chinoise. Puis est arrivée l'affaire Meng Wanzhou. La directrice financière de Huawei et fille du fondateur du groupe a été arrêtée au Canada à la
demande de la justice américaine. En parallèle, des sanctions occidentales coordonnées ont frappé Hong Kong et la région du Xinjiang. Technologie, finances, diplomatie, droits humains. La pression s'exerçait simultanément sur tous les fronts. C'est dans ce contexte que Pékin a commencé à construire ce bouclier juridique, une structure pensée non pas pour une crise temporaire, mais pour les décennies à venir. Pourtant, pendant 4 ans, la Chine n'a jamais activé cette arme. Elle s'est contentée d'encaisser. Communiqués diplomatiques, protestations officielles, déclarations publiques, mais jamais d'application concrète. Jusqu'à cette semaine. Et le fait que cette première activation concerne précisément 5 raffineries du Shandong en pleine crise au Moyen-Orient n'a rien d'accidentel. C'est une décision mûrement calculée, une décision politique. Et pour comprendre pourquoi Pékin a choisi ce moment précis, il faut regarder un détail presque totalement ignoré par les analyses occidentales, un détail extrêmement révélateur. Pendant des années, la Chine a coopéré volontairement avec les sanctions américaines, alors qu'aucune loi ne l'y obligeait. Des banques chinoises ont refusé d'ouvrir des comptes à des personnes ou entreprises simplement parce qu'elles figuraient sur les listes noires américaines, même sans conflit direct avec Pékin, même sans problème juridique en Chine. Le simple fait d'apparaître dans un document américain suffisait parfois. Et ce phénomène ne concernait pas uniquement les banques. Même certains grands services de paiement chinois refusaient parfois l'accès aux personnes visées par Washington. Autrement dit, la Chine acceptait silencieusement une forme de compromis. Un compromis dont elle ne tirait pratiquement aucun bénéfice. Mais cette période vient de prendre fin. Et désormais, la question centrale est simple. Qu'est-ce qui a poussé Pékin à casser définitivement ce verrou ? Le dispositif juridique activé par Pékin ne repose pas sur une simple déclaration symbolique. Derrière cette annonce se cache une architecture complète, construite couche par couche, avec plusieurs niveaux d'action capables de transformer profondément le fonctionnement du commerce mondial. Premier étage, la surveillance intégrale. Dorénavant, toute société chinoise frappée par une mesure étrangère doit immédiatement en informer les autorités chinoises. Cela permet au gouvernement chinois d'obtenir une cartographie instantanée de chaque pression exercée par Washington, entreprise par entreprise, secteur par secteur. Deuxième étage, l'interdiction formelle. Le ministère chinois du Commerce peut désormais ordonner directement à une entreprise chinoise basée en Chine de ne pas obéir aux sanctions imposées par un État étranger. Et cette semaine, pour la première fois depuis l'existence de cette loi, Pékin a officiellement utilisé ce pouvoir. Troisième étage, la contre-attaque judiciaire. Et c'est ici que le ton change radicalement. Une entreprise chinoise est maintenant autorisée à poursuivre en justice toute société étrangère qui aurait appliqué des sanctions américaines contre elle. Autrement dit, une banque, un assureur ou un partenaire commercial qui choisit d'obéir à Washington peut désormais se retrouver devant les tribunaux chinois. Mais Pékin va encore plus loin. L'État promet aussi d'indemniser financièrement les entreprises chinoises qui suivront ces directives au lieu de celles des États-Unis. Puis arrive la partie la plus ambiguë et probablement la plus dangereuse. Le texte autorise des contre-mesures nécessaires sans jamais définir précisément leurs limites. En clair, Pékin s'accorde une immense liberté d'action future. Pour les acteurs internationaux coincés au milieu, banques mondiales, compagnies maritimes, négociants en matières premières, groupes d'assurance, il n'existe désormais plus de position neutre. S'ils respectent les sanctions américaines, ils risquent des poursuites en Chine, des gels d'actifs, des restrictions commerciales, une exclusion du marché chinois, voire une inscription sur la fameuse liste noire des entités malveillantes. Mais s'ils ignorent Washington, alors ils s'exposent à perdre l'accès au dollar américain et au système financier dominé par les États-Unis. Autrement dit, aucune échappatoire, plus aucune zone grise. Et c'est précisément le résultat recherché par Pékin. Obliger toute l'infrastructure intermédiaire du commerce mondial à choisir définitivement son camp. Quand on sait que l'immense majorité de ces acteurs dépend massivement du marché chinois, l'orientation probable de ce choix devient évidente. Mais cette dynamique produit aussi un autre effet beaucoup plus profond. De nombreuses multinationales occidentales commencent à comprendre que les deux systèmes deviennent progressivement incompatibles. Le fameux découplage économique entre la Chine et l'Occident, dont on parle depuis des années, cesse d'être une théorie abstraite. Il devient concret, et il pourrait désormais accélérer brutalement. Pour mesurer l'importance réelle de cette crise, il faut comprendre ce que représentent ces fameuses raffineries visées par les sanctions américaines.
Leur surnom paraît presque anodin, les Teapots, mais derrière ce nom discret se cachent des acteurs majeurs du raffinage chinois. Contrairement aux grands groupes publics chinois comme Sinopec ou CNPC, beaucoup plus exposés à l'international, ces raffineries privées ont construit leur modèle sur une stratégie extrêmement simple: acheter le pétrole que les autres refusent de toucher. Iran. Des pétroliers appartenant à ce qu'on appelle la flotte fantôme désactivent leur système de localisation avant d'entrer dans les eaux iraniennes. Les cargaisons sont ensuite transférées discrètement en pleine mer d'un navire à un autre. Les documents commerciaux modifient parfois l'origine réelle du pétrole en mentionnant des ports malaisiens ou émiratis. Les paiements sont effectués en yuan via des circuits financiers alternatifs capables d'éviter le réseau SWIFT. Les assurances sont fournies par des compagnies non occidentales. Chaque maillon de cette chaîne a été progressivement remodelé afin d'échapper au contrôle juridique américain. Et cette structure parallèle n'est plus un simple système de contournement improvisé. Elle est devenue un véritable écosystème autonome, avec ses propres règles, ses propres réseaux, ses propres mécanismes financiers et surtout, l'ordonnance publiée cette semaine par Pékin vient désormais lui offrir ce qui lui manquait encore, une protection juridique officielle. À partir de maintenant, 2 scénarios deviennent possibles, et aucun ne représente une bonne nouvelle pour Washington. Premier scénario, les États-Unis décident d'aller jusqu'au bout. Dans ce cas, Washington pourrait sanctionner directement de grandes banques chinoises accusées d'avoir continué à travailler avec ces raffineries. À ce moment précis, la crise ne concernerait plus uniquement l'Iran. Elle deviendrait une confrontation financière frontale entre les 2 premières puissances économiques de la planète, avec des conséquences potentiellement impossibles à prévoir pour l'ensemble du système monétaire mondial. Deuxième scénario, Washington recule. Les États-Unis choisissent de ne pas intensifier l'affrontement. Et dans ce cas, Pékin obtiendrait quelque chose d'encore plus important. La Chine démontrerait publiquement que les sanctions extraterritoriales américaines appliquées sur le territoire chinois n'étaient finalement qu'un rapport de force psychologique, un mécanisme qui fonctionnait surtout parce que personne n'osait le défier ouvertement. Un sommet entre responsables chinois et américains est d'ailleurs attendu dans les prochains jours. Logiquement, beaucoup imaginent que Washington pourrait chercher à éviter une escalade directe. D'autant plus que Donald Trump s'est déjà montré à plusieurs reprises capable de reculer lorsque les tensions deviennent réellement dangereuses pour les marchés financiers. Mais au fond, cela ne change peut-être plus grand-chose, parce que le dommage stratégique principal a probablement déjà eu lieu. Pendant des décennies, les sanctions économiques américaines ont constitué l'un des principaux instruments de puissance des États-Unis. De Cuba à la Russie, de l'Iran au Venezuela, le monde entier partait du principe que cet arsenal financier était incontournable. Aujourd'hui, pour la première fois à cette échelle, cette croyance est ouvertement remise à l'épreuve. Russie, Venezuela, des cargaisons souvent vendues avec des réductions massives, raison des sanctions occidentales. Et les chiffres donnent le vertige. Selon les données du cabinet Kepler, plus de 80% des exportations pétrolières iraniennes ont été absorbées par la Chine en 2025. Au sommet des flux, on parle d'environ 1,8 million de barils par jour. Quand on sait que les exportations iraniennes sous sanctions plafonnaient historiquement autour de 2,5 millions de barils quotidiens, la conclusion devient évidente. La Chine neutralise pratiquement à elle seule l'efficacité des sanctions américaines contre Téhéran. Sans la demande chinoise, le système de pression économique contre l'Iran fonctionnerait beaucoup plus efficacement. Avec cette demande, l'Iran conserve une source financière vitale que Washington n'a jamais réussi à étouffer complètement. Mais alors, comment ces échanges ont-ils continué malgré les restrictions américaines ? Parce que, au fil des années, un immense réseau logistique parallèle s'est progressivement mis en place. Mais derrière cette bataille financière, un autre danger commence discrètement à émerger. Et celui-ci pourrait rapidement quitter le terrain économique pour devenir beaucoup plus concret, beaucoup plus physique. Depuis déjà plusieurs mois, les États-Unis interceptent régulièrement des cargaisons de pétrole iranien en mer. Saisie de navires, surveillance maritime renforcée, coordination militaire dans le Golfe. Jusqu'ici, cette stratégie reste supportable tant que les risques demeurent limités et que les conséquences restent contrôlables. Mais une question commence maintenant à inquiéter sérieusement plusieurs capitales.
Que se passera-t-il le jour où le pétrole visé ne sera plus simplement considéré comme iranien, mais directement comme un approvisionnement stratégique chinois? Les volumes concernés sont gigantesques. Avec environ 1,8 million de barils quotidiens, le brut iranien représente désormais une composante importante de l'alimentation énergétique chinoise. Et pour un pays qui importe près de 11 millions de barils par jour afin de faire fonctionner son appareil industriel, ces flux ne sont plus secondaires, ils deviennent stratégiques. À partir du moment où une campagne maritime américaine menacerait durablement cette source d'approvisionnement, le conflit ne pourrait plus être présenté comme une simple tension entre Washington et Téhéran. La Chine entrerait automatiquement dans l'équation. Pour l'instant, Pékin n'escorte pas encore les pétroliers iraniens. La marine chinoise n'a pas encore défié directement les opérations navales américaines dans le Golfe. Mais l'activation de cette ordonnance juridique montre clairement qu'à Pékin, plusieurs options autrefois considérées comme extrêmes commencent désormais à être étudiées sérieusement. Le cadre légal est prêt. L'infrastructure logistique existe déjà. Il ne manquerait alors qu'une étape supplémentaire, la dimension militaire. Mais au fond, le sujet dépasse largement les 5 raffineries chinoises ou même les cargaisons de pétrole iranien. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est une transformation beaucoup plus profonde de l'économie mondiale. Une cassure structurelle qui grandissait silencieusement depuis des années et qui devient maintenant impossible à masquer. D'un côté, se trouve le système construit autour des États-Unis depuis l'après-guerre. La domination du dollar, le réseau SWIFT, les marchés financiers occidentaux, les normes de conformité imposées à travers l'accès aux capitaux américains. Et de l'autre côté, un autre bloc prend progressivement forme. Un ensemble composé de la Chine, de la Russie, de l'Iran, mais aussi d'un nombre croissant de pays cherchant à réduire leur dépendance au modèle occidental. Paiement en yuan, système de compensation alternatif, chaînes logistiques indépendantes, mécanismes commerciaux protégés juridiquement contre les sanctions américaines. Petit à petit, un deuxième écosystème mondial se construit en parallèle du premier. Pendant longtemps, les sanctions américaines ont fonctionné parce que le dollar dominait pratiquement tous les échanges internationaux. Cette domination permettait à Washington d'étendre son influence financière bien au-delà de ses frontières. Mais cette condition n'est plus aussi absolue qu'avant. Et c'est peut-être là le changement le plus important. Vu depuis l'Occident, le dommage stratégique principal est probablement déjà enclenché, car durant des années, la Chine avait adopté une attitude étonnamment conciliante. Même à l'intérieur de ses propres frontières, Pékin acceptait souvent d'appliquer indirectement certaines sanctions américaines, alors qu'aucune obligation légale ne l'y forçait réellement. Cette forme de coopération tacite vient désormais d'être abandonnée. Et cela change complètement l'environnement stratégique auquel les États-Unis étaient habitués. Une Chine qui ne reconnaît plus spontanément l'autorité financière américaine représente une réalité totalement différente pour la diplomatie économique de Washington. À long terme, cet élément pourrait avoir bien plus de conséquences que la question immédiate de savoir si quelques raffineries du Shandong continueront ou non d'acheter du pétrole iranien. Maintenant, la grande interrogation est de savoir si les États-Unis vont encore durcir leur position. Nouvelles sanctions, ajout d'établissements financiers chinois sur les listes noires, restrictions technologiques supplémentaires, contrôle renforcé sur les exportations. Mais chaque nouvelle mesure produit également un effet inverse. Elle pousse davantage d'acteurs internationaux vers les réseaux alternatifs construits autour de Pékin, au lieu de les ramener dans l'orbite américaine. Et la véritable interrogation ne concerne peut-être même plus Washington. Elle concerne surtout ce que la Chine décidera de faire au cours des prochains mois avec toute l'infrastructure qu'elle vient officiellement de consolider. Les circuits de paiement en yuan utilisés aujourd'hui pour le pétrole iranien sont déjà testés dans d'autres échanges énergétiques avec plusieurs pays du Golfe. On retrouve ces mêmes mécanismes dans certaines transactions liées au pétrole russe. Ils apparaissent également dans le commerce de matières premières en Asie Sud-Est-Ouest. Autrement dit, ce qui sert aujourd'hui à contourner les sanctions iraniennes pourrait devenir demain une architecture beaucoup plus vaste. Le bouclier juridique chinois protège 5 raffineries aujourd'hui, mais le principe qu'il établit va beaucoup plus loin. Pékin affirme désormais qu'aucune décision unilatérale américaine ne devrait pouvoir réglementer l'activité commerciale chinoise partout dans le monde. Et grâce à l'amendement adopté en avril, cette logique dépasse maintenant les frontières chinoises elles-mêmes. La fameuse liste des entités maléfiques donne même à ce système des capacités de représailles internationales. En réalité, toute cette affaire dépasse largement l'histoire de quelques raffineries achetant du pétrole iranien. Ce que nous observons ici, c'est peut-être le début visible d'une séparation historique de l'économie mondiale. Une séparation entre deux univers financiers de plus en plus incompatibles, deux systèmes, deux réseaux, deux logiques de puissance.
Et cette fracture pourrait devenir l'un des événements géopolitiques les plus importants de prochaines décennies.